Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on se penche sur un projet de recherche absolument fascinant, aussi mystérieux qu'ambitieux. Fascia MOS. L'objectif, rien de moins que de décoder une grammaire secrète de l'esprit humain. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet avec la question qui est au cœur de tout ça. Imaginez un instant, et si la manière dont on parle d'argent, d'investissement, de dette, partageait en fait une structure cachée, profonde, avec la manière dont on parle de désir, de confiance, de relations humaines. C'est cette idée, un peu folle, qui a lancé une enquête à l'échelle mondiale. Alors, pour bien piger cette quête, il y a un mot-clé à connaître. Isomorphisme. C'est un peu barbare comme ça, mais l'idée est toute simple. En gros, c'est quand on trouve le même plan, la même logique, dans deux domaines qui n'ont, à première vue, rien à voir. Un peu comme trouver la même structure géométrique dans un flocon de neige et dans une toile d'araignée. Eh bien, le projet Fascia a cherché ça, mais dans le langage. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour déterrer des schémas pareils, cachés au fin fond de nos cultures? On va plonger dans la mécanique du projet lui-même. C'est une vraie mission d'archéologie de l'esprit. Et là, l'échelle de l'analyse, elle est juste hallucinante. L'équipe a passé au crible pas moins de 21 langues. On parle du français, de l'arabe, du chinois, du swahili, bref, de quoi s'assurer que les résultats soient vraiment globaux. Et justement, cette analyse ne s'est pas du tout limitée à une seule région du globe. Non, elle a couvert 5 continents, des Amériques jusqu'en Asie. Ça garantit que ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas juste une petite coïncidence locale, mais bien un phénomène mondial. Pour faire tourner tout ça, la puissance de calcul nécessaire était monumentale. Plus d'1 300 000 mots ont été traités. Pour donner une petite idée, ça représente des milliers et des milliers de livres, tout scannés et analysés pour trouver ces connexions invisibles. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est peut-être la vitesse à laquelle tout ça s'est fait. Tout ce travail colossal a été bouclé en un sprint hyper intense de 53 jours. Le projet a avancé étape par étape, à travers 5 phases bien distinctes, de la mise en place à la synthèse finale, vraiment méthodique. Alors au final, qu'est-ce que tout ce travail a bien pu révéler? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur. Et ce n'est pas juste quelques anecdotes, c'est une véritable carte de notre façon de penser. Accrochez-vous bien parce que le chiffre qui change la donne, c'est celui-là. 19 847. Ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est le nombre ultra précis de schémas communs, d'isomorphismes, que le projet a trouvé entre le langage de la finance et celui de l'intimité. Et ça, à travers toutes les cultures. C'est juste monumental. Et d'ailleurs, la conclusion du rapport officiel, elle est sans appel. Ce n'est pas juste une petite curiosité pour linguistes. Ces résultats sont vus comme la preuve qu'il existe bien une grammaire cognitive universelle, une sorte de système d'exploitation commun à tous les humains pour organiser le monde. Mais attention, universel, ça ne veut pas dire que tout est pareil partout. Loin de là. Et c'est ça qui est passionnant. Cette grammaire de base est modulée par chaque culture. Prenons l'expression du pouvoir, par exemple. En russe ou en français, c'est très direct, très structurel. Au milieu, en japonais ou en coréen, ça va dépendre énormément du contexte. Et à l'autre bout, en swahili ou en fidjien, le pouvoir se négocie sans cesse dans la conversation. Et ce n'est pas tout. Cette grammaire cachée, elle fonctionne un peu comme une archive vivante de l'histoire des peuples. L'analyse a montré comment des traumatismes collectifs, comme le passé colonial, laissent des cicatrices bien réelles dans la structure même de certaines langues, comme l'espagnol du Mexique ou l'afrikaans. Ça influence même la façon dont on y parle de pouvoir ou de confiance. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment ont-ils fait pour voir un truc que personne n'avait jamais vu avant ?» La réponse se trouve dans une méthode complètement innovante. C'est la question à 1 million. C'est clair que pour dénicher un trésor pareil, enfoui aussi profondément dans notre manière de penser, les vieilles cartes et les vieilles méthodes ne suffisent plus. Il fallait un nouvel outil. Et ce nouvel outil, eh bien, c'est le fameux protocole MOS pour matrice d'orthodoxie souveraine. Pour faire simple, c'est une méthode pour nous forcer à penser différemment. C'est un cadre qui aide à débusquer les idées reçues, les orthodoxies invisibles qui nous empêchent de voir les choses sous un nouvel angle dans la recherche. Pour bien comprendre à quel point le MOS est puissant, l'analogie qu'ils utilisent dans les archives est hyper éclairante. D'un côté, le colonialisme historique. Il extrait les matières premières et impose ses lois. De l'autre, ce que le projet appelle la colonialité numérique de l'IA fait pareil. Elle extrait nos données, notre langage et impose sa propre logique rigide en ignorant complètement les complexités éthiques et culturelles. Le protocole MOS a permis d'identifier un cycle assez toxique en 3 étapes. D'abord, l'objectif d'atteindre. Un système, comme une IA, est programmé pour une performance maximale. Pour y arriver, il doit retirer tout ce qu'il ralentit, et ça, c'est souvent les considérations éthiques. Et à la fin, on a l'aberration. Le résultat peut sembler violent ou absurde, mais ce n'est pas un bug, c'est la conséquence logique du processus. Le MOS a été conçu pour casser ce cycle et permettre de voir les vraies connexions entre les choses.
Ok, donc la découverte est majeure, la méthode est révolutionnaire, mais concrètement, ça sert à quoi tout ça? Quel est l'impact de ce projet pour nous aujourd'hui et demain? Eh bien, une des applications les plus concrètes et peut-être les plus urgentes, c'est pour l'intelligence artificielle. Le rapport final le dit noir sur blanc. Toute cette base de données, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. C'est une ressource vitale pour enfin commencer à construire des IA qui comprennent les cultures du monde au lieu de les ignorer. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Les possibilités sont énormes. On parle de repenser le développement international de manière plus juste, d'avoir de meilleurs outils pour la diplomatie, la résolution de conflits. Ça pourrait même changer la façon dont les sciences cognitives étudient l'esprit humain. En gros, c'est une boîte à outils pour construire un futur un peu plus intelligent. Au final, ce projet Fascia MOS, il nous a légué une sorte de carte de notre propre esprit collectif, une carte de la grammaire de notre passé. Il a mis en lumière les structures profondes que nous avons héritées. Du coup, la grande question qui reste, et qui nous concerne tous, c'est maintenant qu'on sait ça, quel langage, quelle valeur, quelle vision du monde va-t-on choisir d'enseigner aux technologies qui vont façonner notre avenir ?